هضرنا على التمويل البديل من أجل الاستثمار، وتحدثنا أن كاين عدة آليات ودي ميكانيزم pour financer la PME ou les TPE. وبالتالي اليوم معنا ثلاثة ضيوف، كل واحد مختص في واحد من مجالات التمويل البديل. والسؤال الأول موجه للسي غزال عادل. Est-ce que vous pourriez, de manière très pédagogique, réexpliquer la différence entre le leasing et le crédit traditionnel, et quels sont les deux ou trois principaux avantages que procure le leasing pour les PME? Alors, pour faire très simple, on va simplifier les choses. Euh, Souvent, les clients viennent nous voir avec, ils savent pas encore est-ce qu'ils vont prendre un crédit ou un leasing. Bon, dès qu'ils commencent à nous parler de quel est votre taux et pour comparer le taux entre le leasing et le crédit monétaire, on explique qu'on nous, on parle pas des taux, c'est un loyer. Donc, c'est deux structures différentes. Le crédit moyen terme, c'est un mode de financement où le client a la propriété de son bien, il l'amortit dans son bilan dès le premier jour. La banque peut demander des garanties plus ou moins importantes. Elle demande un autofinancement plus ou moins important pour pouvoir donner des fonds pour acheter le bien. Et le bien est amorti selon la durée fiscale, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de classique. Et sur le plan TVA, bon, l'investissement, quand il est fait sans exonération de TVA, ben, on paye la TVA. Et donc, il faut trouver le financement crédit au crédit moyen terme de la TVA, qui représente quand même 20%. Donc, ça renchérit un peu le coût. Mais l'un dans l'autre, ça, c'est un mode de financement également qui peut trouver son compte chez certains. Le leasing, c'est différent. C'est la propriété n'est pas chez le client, donc chez la société de leasing qui a la propriété pendant un laps de temps jusqu'à ce que les loyers, enfin, on arrive à l'échéance. La durée, la flexibilité dont j'ai parlé est offerte par le leasing, alors que dans le crédit moyen terme, on a les modes qui sont classiques, linéaires, dégressifs, enfin, c'est C'est classique. très compliqué de renégocier. C'est compliqué de renégocier, de revoir. En plus, à l'échelle d'une banque, c'est généralement des produits qui sont standardisés. Oui. Et comme a dit Madame Bleu tout à l'heure, nous avons la possibilité dans les filiales d'être plus agiles, d'être plus des artisans que d'avoir quelque chose de standardisé. Et donc, on peut choisir les durées qu'on veut selon les moyens que notre société dispose. Certains veulent aller sur des durées courtes parce qu'ils veulent amortir rapidement leur actif et passer à un renouvellement. Certains veulent avoir des durées un peu plus longues. Donc, nous avons la possibilité d'offrir tous ces cas de figure. Il y a certaines entreprises, par exemple, dans des secteurs comme l'agriculture ou comme l'agro-industrie, où il y a une saisonnalité, où ils ne peuvent pas pendant 3 mois payer les loyers à un niveau assez élevé. Donc, on peut revoir avec eux les niveaux de loyer pour s'adapter à la saisonnalité de cette activité. Euh, donc, le leasing là, présente cet avantage d'être flexible en termes de durée et de montant de loyer. La TVA, elle n'est pas déboursée dès le premier jour, mais elle est étalée sur les loyers sur la durée du crédit, donc ça donne une souplesse aux clients. Et puis c'est intégré dans des charges. Et c'est intégré dans les charges complètement. Ça, Donc, c'est très important. il y a l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu pour les professionnels. Il est optimisé de manière forte, plus ou moins forte. Il y a la possibilité aussi de dire un jour, je suis en fin d'année, je veux optimiser fiscalement, je peux rajouter le loyer que je paye d'habitude les 200, je veux mettre 200 pour passer. Donc, je peux le faire, il suffit de demander un petit peu à l'avance. Oui. Donc voilà, donc c'est cette flexibilité et également la rapidité de mise en place. Parce que quand on s'adresse à une banque, vu les différents échelons de gouvernance d'une banque, il est nécessaire de passer par un certain nombre de De comités validation. de validation. Dans une société de leasing, ben, le dossier peut être traité en 24 heures, en 48 heures, en une semaine, bon, 2 semaines maximum. Ça dépend des montants. Ça dépend des de la montants, de la pertinence. technicité, de la complexité, du niveau de disponibilité d'information chez le client. Donc, mais c'est quelque chose qui se met en place de manière assez facile. On peut intervenir au démarrage d'un investissement, c'est-à-dire à la mise en place d'un investissement. Il suffit que l'entreprise démontre qu'elle a la capacité d'avoir des cash flows suffisants pour payer le loyer. Et on peut intervenir en renouvellement d'un investissement.
et donc sans aller vers un business plan, vers quelque chose de très compliqué. Donc, une fois que l'entreprise tourne, ben, c'était très facile de financer le plan d'investissement. Donc, Bon, j'ai une autre question, si oui, vous me permettez. Quand quelqu'un vient vous voir pour demander de recourir au leasing pour acheter ou investir dans un bien donné, est-ce qu'il y a des critères de pertinence que vous utilisez pour accepter ou ne pas accepter? Quels sont les critères? oui, bon, nous, on est quand même assez sophistiqué, donc on a même un mode de scoring, de notation des clients. Euh, on regarde aussi leur comportement historique chez nous, Pour faire payeur, pour mais payer. aussi dans la place, parce qu'on dispose d'informations sur les crédits qu'ils ont sur la place. Notre principal critère, c'est effectivement, on s'adresse à des sociétés qui sont plus ou moins structurées, donc qui tiennent une comptabilité. Donc, quand c'est quelqu'un qui n'a pas ne tient pas une comptabilité, ben, on peut difficilement juger de la pertinence de sa solvabilité. Donc, voilà, donc il faut tenir une comptabilité dans les normes. Et la nature du bien en lui-même qu'il veut La acquérir, par nature exemple. du bien est aussi importante parce que comme on a la propriété et quand c'est des biens qui sont spécifiques à une activité donnée, ben, on est regardant. Donc, c'est quand c'est un bien standard comme une voiture ou un Oui. camion ou quelque chose de assez standard, pas de problème. Mais quand il s'agit d'une machine spécifique à une activité, ben, on est regardant. À ce moment-là, on peut demander certaines garanties qui vont nous conforter. Mais surtout, je reviens sur le critère principal, c'est cette solvabilité, elle est décrite par la capacité de générer un cash flow qui permet de rembourser ce crédit. Donc, on regarde l'excédent brut d'exploitation d'une entreprise, on regarde le business plan quand il s'agit d'un investissement important. Qu'est-ce que cet investissement va générer? Nous sommes même, par exemple, dans le secteur médical, on est sur de mise en place de cliniques avec des business plans sur plusieurs années pour voir si l'investissement donc on regarde aussi les études sectorielles. Donc on fait, chaque dossier est différent. Bon, ça peut aller d'un petit dossier simple d'une voiture où c'est un besoin immédiat qu'on va financer à un investissement qui va se faire sur 10 ans et sur lequel on va être très regardant et on va étudier de manière euh, prolongée, mais pas autant qu'un capital risqueur qui prend le risque total. Nous, on prend moins de garanties parce qu'on a la propriété, mais on n'est pas quand même, on prend pas le risque total parce on s'assure que le bien a une valeur de revente parce que si jamais le projet foire et ce qu'on ne souhaite pas dès le départ, on est ramené à récupérer le bien et à le revendre et avoir une valeur vénale de ce bien qui nous permet de diminuer l'exposition ou de rembourser la créance dont on dispose, qu'on a. Donc c'est un mode de financement un peu, on va dire, entre le crédit, enfin, on est Mi-chemin. à mi-chemin. Donc, on a la propriété de bien, ça nous rassure. Donc, on peut aller d'avoir plus d'appétit pour donner des financements. Mais en même temps, on est comme une banque ou un organisme de crédit. On regarde aussi, la solvabilité et les garanties que faut Et c'est tout à donner. fait normal. Et d'ailleurs, l'avantage de cette approche en termes de critères, c'est qu'il s'agit de critères quantifiables, objectifs. Et comme ils sont quantifiables et objectifs, et ben, l'entreprise qui veut recourir au leasing, pour elle, ces critères sont des leviers qu'elle peut améliorer avant de venir recourir au leasing, mais sur lesquels elle peut travailler pour les améliorer. Tout à Et puis, fait. la transparence en termes de comptabilité et de gestion est de préalable. Sinon, C'est c'est pas la peine exactement. d'aller voir nulle part, ni la banque, ni le leasing, ni le capital risque, c'est notre comptabilité n'est pas déclaré. Effectivement, on se prive de tous les outils que l'on va voir aujourd'hui. Tout à fait. Donc nous avons même un devoir de conseil, comme a dit Madame Léoé, quand on essaye de conseiller nos clients, que parfois le leasing n'est pas adapté et on leur dit. On leur Oui. dit, c'est pas adapté, c'est pas intéressant pour vous, il vaut mieux recourir autrement, il vaut mieux attendre de développer votre affaire suffisamment avant de venir voir le système bancaire, le système des organismes financiers. Donc on a ce devoir de conseil et qu'on essaye de données et ça marche. Et Maroc Leasing est pionnier, enfin le groupement populaire a Moussé Aman comme première société de leasing, mais aussi Maroc Leasing comme première société de crédit bail. Et on est leader dans ce domaine et justement notre fonds de commerce, c'est justement cette réputation qu'on donne et cet accompagnement qu'on peut donner à nos clients.
Et puis tout à l'heure, je pense que les spectateurs n'ont pas pu l'entendre, mais vous aviez dit que à peu près 60% des gens qui ont recours au leasing, c'est des PME et des TPE. Voilà. Alors, une TPE est définie comme étant une société qui fait moins de 10 millions d'euros de chiffre Oui. d'affaires et une PME qui va entre 10 millions, c'est 175 ou 200 millions Parce d'euros. qu'effectivement, il y a de très, très grandes PME. Voilà. Il y a des grandes PME, il y a des PME qui font 10, 15, 20 millions d'euros. Donc, à peu près, à peu près les deux tiers de l'activité se situe entre la TPE et la PME. Et effectivement, le segment TPE, et c'est un segment qui est en croissance forte, c'est-à-dire c'est celui sur lequel on mise aujourd'hui, parce que c'est le tissu économique du Maroc, il est composé de 80% de TPE. Les PME, elles sont là, effectivement, on accompagne, c'est notre cœur de métier, mais notre relais aujourd'hui, c'est les TPE. Effectivement, on est un peu sélectif parce que le taux de mortalité Du aussi des risque. TPE est important. Donc, on essaie de bien choisir, mais c'est l'avenir, c'est les TPE et les professionnels avec toutes les systèmes qui sont mis en place pour que les professionnels, que ce soit les professionnels qui ont un ordre, mais également et aujourd'hui, on commence à avoir même des auto-entrepreneurs, on commence à Artisan. avoir des artisans, on commence à avoir des Là, c'est bien, professionnels, oui, voilà, que les gens sachent Mm. qu'il s'agit de TPE, de TPE ou d'auto-entrepreneurs. Si on a une idée brillante et qu'on a un minimum de solvabilité et de transparence, bah, effectivement, on peut recourir à ce type de mécanisme. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est Adil Ghazal, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de Maroc Living. Alors, Madame Benyoumi, ma question elle est très directe. La plupart des gens connaissent l'existence de la finance participative, notamment les gens qui sont intéressés parce qu'ils ont des croyances, etc. Ils préfèrent opter pour tel type de produit plutôt que pour tel autre. Mais pour les PME et les TPE, connaissent-elles, y a-t-il déjà des produits adaptés pour les PME? Et puis, ont-elles recours à ce type de produit? Merci, CHHI. En fait, c'est vrai, la finance participative a été lancée au Maroc depuis 2017 et la plupart des banques ou les produits, en tout cas, qui ont été validés au démarrage de ce lancement, sont des produits qui se prêtent plus au financement du particulier que de l'entreprise, à savoir la murabaha. Et donc, plusieurs banques, la plupart des banques, si ce n'est la totalité des banques, se sont lancées dans le financement du particulier. À Banque Niosr, nous avons fait le choix, dès le départ, de nous orienter vers l'entreprise. Et donc, nous sommes la banque aujourd'hui dans le participatif. Nous sommes la banque reconnue pour le financement de l'entreprise. Les produits s'adaptent parfaitement. En fait, justement, on parlait de flexibilité. Il a suffi d'être aussi flexible et agile sur les contrats déjà validés par le Conseil supérieur des ulama. Parce que je rappelle que nous, les banques participatives, travaillent exclusivement à travers des contrats qui sont validés par le Conseil supérieur des ulama. Nous sommes là, les banques participatives sont nées pour compléter le paysage financier au Maroc. Nous sommes là pour élargir le périmètre du possible, pour permettre à des porteurs de projets, à des entrepreneurs nés d'aller jusqu'au bout de leurs idées dans le respect de leurs convictions propres. Parce que souvent, dans nos clients, en tout cas, nous avons des gens nous avons des personnes qui nous disent que ceux qui avaient déjà démarré nous disent grâce à vous, nous avons gagné beaucoup d'années d'activité. Nous avancions petit à petit grâce à votre concours. Nous avons gagné des années d'activité. D'autres qui disaient, je ne pensais pas pouvoir aller jusqu'au bout de mon projet. Aujourd'hui, j'y suis allé. C'est possible dans le respect de mes convictions. Je suis serein et en même temps, j'avance et j'évolue. Donc, nous sommes complémentaires du paysage financier. Nous sommes là pour pouvoir permettre à tout un chacun d'investir, d'aller vers le système qu'il choisit et d'aller vers le système qui le conforte dans ses croyances. Alors, donc, je disais, Banque Yusr a tout fait pour justement répondre aux besoins de l'entreprise. Pour ça, nous avons travaillé sur les produits qui existent déjà, sur la murabaha,
faut dire que pendant la période Covid, nous étions en confinement et nous avons énormément travaillé sur le contrat SLM avec le concours de Banque El Maghrib qui a beaucoup intervenu auprès du CSO pour expliquer et donc permettre qu'il y ait une validation de ce contrat-là. Et donc, nous avons un deuxième contrat SLM. Aujourd'hui, grâce à ces deux contrats, nous arrivons parfaitement à répondre à l'ensemble des besoins de l'entreprise, tant pour l'investissement que pour le financement de l'exploitation. Comment concrètement ces produits fonctionnent? Parce que moi, personnellement, quand j'entends Modabaha, j'ai une petite culture générale par rapport à ces produits. Je pense à quelqu'un qui veut acheter une maison, un Oui, bien immobilier, puis ça se limite à ça. oui, Mais une PME a des besoins très diversifiés. oui, Donc, il y a effectivement un local qui mhm, peut, j'imagine, acheter par oui, Modabaha, mais également des machines, des appareils, etc. exact, Que ça rentre également. exactement. Des machines. Alors, une entreprise peut acheter un local, peut acheter des machines, peut acheter de la matière première. Et donc, et quand nous sortons de donc ça, c'est tous les besoins d'investissement, on va dire. De matières premières, ça peut être aussi du financement de matières premières pour le cycle d'exploitation. Donc, via la Murabaha, nous finançons le cycle d'exploitation. Mais nous avons notre produit CLM qui nous permet de donner de la trésorerie aux entreprises. C'est l'une des grandes problématiques des PME. C'est l'accès exact. C'est pour ça, Le chiffre d'affaires est bon. c'est exactement pour ça qu'on a pensé à ce produit-là pendant qu'on était en confinement. On s'est dit parce que euh, en fait tout le monde préparait des produits pour justement soutenir une relance qui de toute façon on allait après le confinement on ne pouvait aller que vers la relance. Il fallait qu'on sorte avec quelque chose pour soutenir cette relance pour l'entreprise marocaine. Et donc le produit CLM est venu pour donner de la trésorerie aux entreprises qui ont fait le choix de se financer auprès du secteur participatif et moyennant cela, donc, cet argent leur est versé, c'est un achat de marchandises qui sera livré plus tard, c'est un paiement immédiat d'une marchandise qui sera livrée plus tard et cet argent-là peut payer des salaires, peut payer des impôts, peut payer. Donc en fait cet argent, ils sont libres d'en disposer comme ils veulent dans C'est le... important de le mentionner parce que d'un côté, il est naturel de voir des produits qui permettent d'acquérir des biens dans un schéma d'investissement. Mais personne, personnellement moi, en tout cas, je n'ai jamais pensé à la finance participative pour des questions de trésorerie. Et il est important que tous les entrepreneurs le sachent. Parce Oui, qu'effectivement, il n'y a pas que les biens qu'on acquiert, il y a oui, également des fois des postes, des gens qu'on veut recruter, donc il y a une trésorerie. bien sûr, Dans des évidemment. périodes compliquées, on peut recourir à ce type de produit pour passer le cap, si le chiffre d'affaires est bon, que l'entreprise va bien. Exact. Et on va au-delà de ça, le produit CLM peut aussi euh, aider au financement des marchés publics. Nous finançons énormément de marchés publics via ce produit-là parce que il y a une marchandise, ce qui doit être livré est acheté. Nous avons des contrats tripartites. Les marchés sont domiciliés auprès de notre banque et donc avec ce produit-là, nous finançons les marchés publics. Nous avons aussi lancé les cautions à Banque Lyosr et ça a été, sur la proposition de Banque Lyosr, ça a été validé par le Conseil supérieur des ulémas. Et donc aujourd'hui, ben, ma foi, une entreprise, en allant vers le secteur participatif, peut accéder à l'ensemble et donc peut, en tout cas, n'est pas privé d'un investissement d'un financement de fonds de roulement ou d'un financement de marché public. Voilà. Et le travail est encore en cours via toutes les banques. Nous sommes dans le cadre du GPBM, à travers aussi avec la collaboration de Banque El Maghrib surtout. Banque El Maghrib travaille énormément à nous aider à avancer rapidement dans la promulgation, là, dans la validation de nouveaux contrats. Donc, nous avons les contrats Ijara qui sont en train. Ijara, donc, nous allons faire du leasing participatif. Modaraba, nous allons faire du capital risque participatif. Les produits, nous avons Musharaka Mutsanaqisa, nous entrons, nous sommes associés, la banque, le client et la banque, mais notre participation baisse au fur et à mesure de l'avance. Enfin, on avance dans le temps et nous baisse pour laisser le client aller mener son bout de chemin tout seul.
exactement. Et il devient le seul, c'est un accompagnement progressif et il devient seul propriétaire de son affaire ou d'une partie, parce que l'affaire, on peut ne pas y toucher, mais l'investissement, juste un actif, juste un projet dans le cadre de... C'est, c'est une finance, en fait, qui ouvre, mais vraiment qui élargit les champs du possible pour beaucoup. Et avec le peu de contrats dont on dispose aujourd'hui, là, à aujourd'hui, en traitant énormément de dossiers entreprises, nous n'avons jamais pu dire non, ça ne peut pas se faire. D'accord. Et dernière question avant de continuer le tour de table. Est-ce que vous sentez que les PME et les TPE sont au courant de ces produits et est-ce qu'ils en recourent fréquemment? Ce que je peux vous Il y a dire, encore un travail à faire pour nous. il y a encore un travail à faire en termes de notoriété de la finance participative en général. C'est vrai que, bon, nous traquons notre notoriété propre, elle évolue énormément, mais la notoriété de l'ensemble du secteur, il y a énormément de choses à faire. Justement, nous avons besoin et nous gagnerons à être plus connus, à ce que nos produits soient plus connus parce que il y a un besoin latent, il suffirait que les gens nous connaissent davantage pour s'orienter. Et ceux qui viennent chez nous, en tout cas, on a un taux de rétention énorme. Quand ils viennent chez nous, eh ben, on les garde. Quand ils ont testé ce mode de financement, il leur convient. Ben, parce que d'abord, c'est une attente. Et nous nous adressons pas uniquement à ceux-là, nous nous adressons aussi à ceux qui n'ont bon, aucun complexe à s'adresser aux deux secteurs différents euh, et qui sont là en quête d'une autre expérience client parce que nous sommes des banques à taille humaine, nous offrons une plus grande proximité, nous offrons plus d'accompagnement, nous offrons un service. En fait, il est pas noyé, notre client n'est pas noyé. Il est là et il est unique parce que nous sommes encore des banques jeunes et que nous faisons très attention à cette qualité de service, justement, qui peut faire la différence. D'accord. Donc, si je comprends bien, on n'est pas dans un schéma où c'est l'un ou l'autre. On est dans un schéma où il y a différents mécanismes. Chacun a ses avantages. Et les gens, en fonction de leurs besoins, vont arbitrer soit un leasing, soit un produit de la finance participative, soit un produit bancaire classique, etc. Donc, il s'agit de ne pas mettre en concurrence des produits qui n'ont pas pour vocation d'être en concurrence, mais de les voir comme un panel offert à toutes les PME et TPE. Pardon, c'est pour ça que le groupe, justement, a choisi d'avoir toutes ces branches-là. C'est parce qu'il veut faire une offre complète. D'accord. Il n'est pas Alors, impossible qu'on ait des clients qui en commun. comparent notre offre avec celle de la banque participative ou avec d'autres produits. C'est normal. Donc, comme a dit Mhm. Madame Nevry, c'est pas réservé à des gens avec des convictions. D'accord. Ça devient de la finance quasi conventionnelle. C'est ça. Pragmatisme à avoir, on fait des affaires. Donc, je vous remercie, Madame Mona Mhm. Magnoli. Je rappelle, parce que tout à l'heure, il y avait un problème technique des coupures, que vous êtes directrice générale de Banque Elios. J'aimerais partager avec vous quelques questions des personnes qui nous ont envoyé afin de pouvoir y répondre. Donc, la première, de la part de Monsieur Brahim, quels sont les critères d'éligibilité pour une TPE pour bénéficier d'un crédit investissement dans le cadre d'un financement participatif? Donc, c'est pour vous, Madame. Alors, d'abord, il faut que ce soit une TPE qui opère dans un secteur, parce que nous avons des exclusions, vous le comprenez bien, en tant que finance participative, nous avons des exclusions. Donc, quand elle opère d'un secteur qu'on va dire licite, nous, on y va. Il faut que ce soit une entreprise structurée. Et avant d'être participatif, nous sommes une banque. Donc, nous avons exactement la même étude risque préalable que n'importe quelle banque. Nous étudions justement, nous notons, nous avons les mêmes systèmes de scoring, de notation, nous apprécions le comportement de la personne, mais ce qu'il faut, c'est mon expérience, en tout cas mon parcours, m'a appris que quand on a en face un porteur de projet qui est emballé par l'idée et qui vous vend son projet et qu'il est
parfaitement au fait de tous les détails et il arrive à vous convaincre. Serzel l'a dit, nous sommes des artisans, nous faisons du sur-mesure. Donc, à chaque client, il y a une relation client-banquier qui se tisse et à lui de nous convaincre et à nous de lui apporter justement toute l'expertise que nous avons accumulée en accompagnant plusieurs entreprises auparavant. Parce il y a de bonnes idées qu'il faut partager avec lui, mais aussi des alertes à remonter et donc, ce partage-là fait que, ensemble, nous pouvons faire en sorte que son idée prenne de plus en plus, que son projet grandisse de plus en plus. Donc, il n'y a pas de critères d'éligibilité propre. Il faut que vous soyez habité par votre idée, que cette idée, que vous puissiez nous la vendre et que votre histoire, soit vraiment prospère, en tout cas, à être racontée et que vous nous donniez envie d'aller avec vous, de faire avec vous ce bonhomme de chemin pour vous mener justement vers le succès que vous attendez. C'est Il tout. s'agit de convaincre, Il s'agit de convaincre désir et envie, mais également et, par des et d'être prêt arguments palpables. et d'être prêt à travailler dans la transparence, dans les règles de bonne gouvernance, c'est tout. Tout à fait. J'ai une deuxième question pour vous avant de passer aux autres questions pour les autres invités. Alors, salam alaikum, أنا مقاول ذاتية donc en entrepreneur. قد استفدت من برنامج خاصة لإنجاز مشروعي ولكن لا زلت في حاجة إلى قرض لشراء بعض التجهيزات من الآليات. هل يمكنني الاستفادة من قرض مع بنك اليسر؟ auto-entrepreneur آه، يحتاج quelques appareils مثلا باش ما عندنا حتى شي مشكل في entrepreneur ممكن يجي اوتو انتربرونور حيت راه داز ديجا الفترة الأولى راه خدا فرصة وراه بدا راه عنده ديجا ان شيفر دافير راه عنده ديجا اون اكتيفيتي دونك راه بدا ماشي ما كاين والو حتى ما كاين والو راه إلا كانت الفكرة يمكن له يبيع يقنعنا بالفكرة حنا بعدك شنو هذاك نو سوم دي بارتنير des partenaires. Et donc, quand le marché est réceptif à cette idée, on y va. Donc, oui, il y a pas d'exclusion. D'accord. Alors, Monsieur Ali Mazal, il y a une question pour vous. Donc, on vous remercie pour votre présence et pour l'initiative. Est-ce que les financements en leasing se font sur la base du hors-taxe ou bien du TTC? On a déjà répondu, mais si on peut peut-être avoir plus de détails. Alors, le leasing, justement, hein, il a cet avantage, on finance en hors taxe. Ça veut dire quoi? Je vais donner deux cas de figure. Les entreprises nouvelles qui se créent, qui ont pendant 36 mois, elles peuvent acquérir des investissements en hors taxe. Elles ont la possibilité de ne pas payer la TVA, mais à ce moment, elles doivent avoir la propriété du bien. Donc, le leasing n'est pas adapté. Il vaut mieux aller vers les banques. Il vaut mieux aller vers la banque pour financer en hors taxe. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, le même cas peut venir voir un leaser. Il n'a même pas à obtenir l'exonération de TVA. La société de leasing va payer la TVA, mais va lui facturer des loyers sur 60 mois, par exemple, avec le loyer sur la base du hors-taxe. On applique notre marge sur la base du hors-taxe, plus la TVA qui est de 20% qui est à ce moment-là payable. D'accord. Donc, ça permet de d'étaler le règlement de la TVA sur une durée plus longue. Donc, ce qui peut être intéressant en fonction de chaque entreprise et de son objectif en termes d'optimisation fiscale. Et les intérêts, on va dire, induits, parce qu'on ne parle pas d'intérêt, mais on va dire la marge, elle n'est pas sur le montant de la TVA, contrairement à un crédit qui doit aller couvrir aussi le montant de la TVA qui sera réglé à l'État ou la entreprise qui in fine reverse à l'État. On ne n'applique pas de marge sur la TVA. Donc, votre marge uniquement sur le hors-taxe. Sur le hors-taxe. En fait, les entreprises en difficulté, généralement, voilà, le capital investissement répond parfaitement à la problématique. Pourquoi? Quand il y a une entreprise en difficulté, il faut la restructurer. Ça veut dire que si le business model tient la route, il faut restructurer pour pouvoir revenir à l'équilibre, au bénéfice. Il faut prendre des décisions fortes. Ces décisions peuvent passer par une réduction de certaines activités, par licenciement, par changement de réorientation de la stratégie. Pour prendre ce genre de décision, c'est ni Banque Lios, ni Maroc Leasing qui peuvent le faire parce que nous sommes on va dire des bailleurs de fonds, mais on n'est
mais on peut pas intervenir dans la Stratégie. stratégie et dans la gestion et les choix et la tactique d'une entreprise. Alors qu'un fonds, d'autant plus un fonds de restructuration, de retournement ou turnaround, il peut, généralement ils sont majoritaires, ou avec des droits qui sont importants dans le cadre du parc d'actionnaires qui leur permettent de prendre des décisions et de forcer certaines décisions pour restructurer. Donc, quand une entreprise en difficulté vient nous voir, nous, si on voit que les fondamentaux ne sont pas là, malheureusement, on ne peut pas accompagner. Par contre, si elle présente un bon business model et quelque chose qui est prometteuse, un fonds, elle trouvera certainement un fonds ou un investisseur en capital qui va l'aider à passer la crise via des décisions fortes. Et En général, alors pour compléter, en général, les banques, en tout cas la banque comme je l'ai toujours faite, nous n'entrons pas en relation avec des entreprises en difficulté, mais nous avons appris à accompagner nos entreprises qui sont qui connaissent des difficultés. Parce que quand on tombe malade et qu'on est déjà partenaire, eh ben, on se doit d'accompagner cette entreprise. Souvent, il y a ceux qui pensent que la banque vous lâche quand ça ne va pas. Et moi, je dis que vos meilleurs gestes commerciaux sont ceux que vous faites en accompagnant une entreprise quand elle est en difficulté. C'est là qu'on a véritablement besoin d'un banquier et c'est là où le banquier peut vraiment s'exprimer et étaler toute l'expertise qu'il a accumulée en voyant passer plusieurs entreprises. Et c'est là notre véritable valeur ajoutée, c'est tout ce qu'on apporte comme conseil dans ces périodes difficiles. Mais ce qui est encore meilleur pour une entreprise, c'est qu'on connaît les signaux d'alerte. Et donc, avant même que la difficulté n'intervienne, nous le sentons, nous, avancer. Nous sommes un peu un baromètre mais qui sentons les turbulences avant même que ne les ressente le patron d'entreprise. Et donc, le véritable banquier, c'est pour ça que la meilleure garantie d'une banque, c'est la proximité qu'elle a avec son entreprise. Ça lui permet d'avoir une approche préventive. Et on a cette approche préventive. Attention, voilà comment ça s'est passé. Attention. Donc, il y a énormément d'histoires là qui me reviennent en tête. Et les meilleures relations qu'on a tissées sont celles qui ont été tissées pendant des moments de difficulté qu'on a traversés ensemble. Est-ce que le financement via l'instrument Musharaka est opérationnel chez Banque Khalifa? Il est pas, en fait, Musharaka est en cours de validation. C'est un contrat qui est proposé, qui est en cours de validation par le Conseil supérieur des ulama, mais à ce jour, il n'a pas encore reçu la validation de ce conseil et donc nous n'y sommes pas encore. Est-ce qu'on peut financer une machine d'occasion via l'ISEI ou via la banque participative? Donc, c'est pas du neuf, oui, c'est de l'occasion. pour l'occasion, bon, il y a des machines qu'on peut faire en occasion. Par exemple, le matériel TP, travaux publics. Il se peut qu'on ait des machines qui font 4 ans, 5 ans d'âge et qu'on finance. Par contre, nous ne finançons pas ni les voitures, ni les camions qui sont d'occasion. Il y a une question de durée économique aussi. Un camion qui a déjà 5 ans d'âge, commencer à perdre de sa valeur, il n'a pas grand-chose comme valeur. Donc alors que c'est des machines, des équipements, voilà, qui ont une durée de vie de 20 ans, qui viennent vous voir alors que c'est une machine d'occasion, on peut financer, bien sûr, quand il s'agit d'occasion, là, on fait des expertises Voilà. préalables pour vérifier la valeur du bien, alors que quand c'est du neuf, vendu par des concessionnaires, on passe directement auprès du fournisseur. D'accord. Alors, concernant la finance participative, quand l'expertise est probante et qu'il y a une facture, donc on n'a pas de problème que un business plan démontre justement l'apport de cet équipement, il n'y a pas de problème à le faire. Alors, une question intéressante. Il s'agit d'une entreprise qui est cliente déjà chez la Banque Populaire, conventionnelle, et qui aimerait refinancer ou relancer son entreprise en recourant à Banque Eliosa parce que votre discours a été très convaincant. Donc, Vous allez piquer des il y a clients à la banque. piquer ou partager peut-être, voilà. Plutôt partager parce que nous ne sommes pas dans les rachats de créances. Ça, nous ne le faisons pas.
nous sommes orientés projet. Nous finançons des projets, nous finançons des biens tangibles et donc nous ne faisons pas, nous ne sommes pas focus sur la dette, mais sur les projets et sur les biens tangibles. Nous pouvons parfaitement ce monsieur peut parfaitement être à la fois client de la BCP, du groupe et de sa filiale. Il n'y a aucun problème. Nous avons des clients partagés. Il n'y a aucun problème à le faire. D'accord. C'est juste que refinancer un Non, crédit non, nous conventionnel sommes là pour compléter, noté. pour financer un projet, un bien, mais pas pour nous substituer au groupe, non. D'accord. Est-ce qu'une entreprise peut recourir en même temps, par exemple, à un leasing, à un crédit conventionnel et à un crédit financement participatif? Ouais, C'est possible. c'est L'idée est elle- d'un risque il y a une liberté d'agir, il y a une liberté d'agir. Nous ne, On peut même travailler avec des clients des autres banques. ça il y a un bonus à le faire. Une question par rapport au leasing. Donc, quels sont les pièges à éviter lors d'un financement participatif ou de leasing? Quels sont les pièges à éviter? Les pièges à éviter pour un... Parce que des fois, des gens ont recours au leasing pour acheter une voiture dont peut-être ils n'ont pas besoin du tout, du point de vue de leur activité, mais juste ils veulent en profiter, qu'à la fin, ils se retrouvent avec un bien non productif, mais qui doivent quand même payer un loyer. Donc déjà, évaluer la pertinence, peut-être. Non, dès le départ, on évalue la pertinence. Également, on interroge, que ce soit le comité, mais même nos responsables commerciaux, ils ont cette sensibilité risque. Donc, ils vont identifier est-ce que ce client, il est sur un bon investissement ou sur un mauvais investissement. Donc, ça, il y a le devoir d'alerte dès le départ. Mais également, une fois que quelqu'un, bah, c'est pas la fin du monde, c'est-à-dire qu'il peut toujours racheter le bien et le revendre sur le marché. Il suffit que ce soit un bien qui est liquide, qui peut revendre sur le marché de D'accord. manière facile. Donc, on n'est pas sur des grandes décisions d'investissement comme sur le capital investissement, où on est sur quand même un financement d'actifs classique. Maintenant, quand il s'agit d'un bien spécifique, d'un projet d'investissement important avec quelqu'un qui veut faire, je sais pas moi, une usine de chocolaterie qui a des équipements qui sont quand même assez chers et qui sont Oui, sur un le investissement, foncier qui coûte là, cher. il faut avoir une étude préalable avec des conseillers, c'est-à-dire qu'il faut étudier sérieusement la question. Moi, j'ajouterais le piège à éviter pour un porteur de projet, pour un patron d'entreprise, c'est de penser que ça peut marcher tout seul. On ne peut pas télétravailler quand on est patron d'entreprise. Il faut être sur place. Il faut vraiment s'investir personnellement jusqu'à ce qu'on ait staffé suffisamment l'entreprise pour qu'elle marche sans nous. Mais ça ne marchera pas. Après, on peut se retirer. L'idéal, un patron a réussi, en tout cas, même pour nous, banquiers, nous réussissons notre fonction, là, notre mission, quand ça peut tourner sans nous. D'accord. Alors maintenant, on va faire un tour de table pour clôturer. Déjà, je vous remercie infiniment pour tous ces éclairages et on a vu que le public était très, très intéressé par les différents mécanismes et on les invite à approfondir davantage. Monsieur Hadi Rizal, pareil, même question. On voit qu'il y a un vif intérêt pour le leasing. La plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas un certain nombre de détails extrêmement importants en termes d'optimisation fiscale, toujours dans le respect de la loi, en termes de possibilités de flexibilité qu'offre le leasing. Alors là encore, concrètement, comment peuvent-ils approfondir leurs connaissances ou bien même échanger avec la structure pour voir est-ce que le leasing leur correspond ou peut-être pas tout à fait, peut-être c'est encore tôt. Ouais. Alors, juste pour vous dire que le leasing, enfin, chez Maroc Leasing, nous avons un client sur deux aujourd'hui qui est client de la Banque Populaire. Un client sur deux qui n'est pas client de la Banque Populaire, donc qui vient auprès de d'autres groupes. Nous servons toute la clientèle, c'est-à-dire on n'est pas exclusif Banque Populaire, mais également sur le leasing, on n'a pas besoin d'avoir un compte chez nous, on utilise un compte ouvert dans une banque de la place. Donc, on peut venir nous voir, alors, de différentes manières, trois principalement. La première, on a notre site internet, marocleasing.ma, qui vous permet aussi d'avoir une simulation. Vous pouvez renseigner les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir même une simulation en direct. On a déjà pré-rempli certain nombre d'informations pour vous pouvez avoir une idée sur votre plan de financement.
Vous pouvez accéder à nos bureaux, Maroc Leasing au siège à Casablanca, mais également dans nos agences. On a un réseau d'agences au Maroc dans les principales villes, 5 villes, donc Tanger, Rabat, Agadir, Marrakech et Fès. Et surtout, et ce qui est important, quand vous êtes client de la Banque Populaire, vous pouvez avoir accès à Martinique via les 400 points d'agence, enfin les agences Banque Populaire. Et là, vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire, nous avons une plateforme d'échange avec les agences que vous pouvez déposer votre dossier physique ou électronique sur une plateforme, avoir la cotation et avoir tout le process, l'expérience client qui est digitalisé et qui permet d'atterrir chez Marbini et avec une célérité, une agilité qui vous permet d'avoir une réponse en quelques jours au plus C'est pour très pouvoir. décentralisé, donc on peut effectivement. Et d'ailleurs, une dernière question par rapport au leasing. On dit que le leasing est plus cher que le crédit classique. Déjà, est-ce qu'on peut comparer, est-ce qu'on est obligé de comparer les deux? Parce que les mécanismes différents. En réalité, ça se compare pas, mais si on regarde le coût financier, on va dire, en termes de trésorerie de cash, il va être toujours plus cher que le crédit bancaire parce que pour la simple raison que les sociétés de leasing se refinancent aussi auprès du système bancaire. Oui. Donc, on achète l'argent qu'on revend. Oui. Donc, c'est normal. Mais avec les optimisations fiscales dont on a parlé, Oui. avec la flexibilité, l'agilité, la disponibilité de financement de manière rapide, tous ces avantages compensent largement le surcoût qu'on peut regarder dans un premier regard et compense largement. Et d'ailleurs, si on a plus de 50 milliards de dirhams d'encours sur le leasing et si on a un indicateur important, c'est le leasing, en fait, le taux de pénétration du leasing dans la formation brute du capital fixe, c'est-à-dire dans tout ce qui est investi dans le royaume, il est de 15, 16, 17%. C'est énorme. Ce qui est important, les pays européens occidentaux sont autour de 25-27%. Les pays sous-développés sont à 2%, 3%. Donc, on est déjà à un niveau de maturité qui est très, très important au Maroc. Et donc, les gens, ils trouvent leur compte et voilà. Donc, c'est une évaluation globale qu'il faut faire en prenant en compte les différents facteurs et les différents cas et pas se limiter uniquement au coût immédiat sans prendre en compte les avantages qui permettent de. Je peux vous dire qu'un entrepreneur, quand il a besoin d'avoir un financement rapidement et il a un marché où il a été pénalité à payer il n'a pas son équipement sur le chantier, le manque, enfin, le coût de l'opportunité est très important. Tout à fait, non. Il préfère même payer un petit peu plus pour et éviter toutes les pénalités qu'il doit avoir D'éviter même de perdre un marché. de perdre un marché. Donc, Tout à fait. Madame Mona Denivry, là, non seulement les gens sont intéressés par les produits de la finance participative, mais ils sont même très exigeants. Ils attendent encore plus de développement, de nouveaux produits, etc. Pourriez-vous leur donner un peu de visibilité? C'est-à-dire peut-être que. Alors, d'abord, je voudrais répondre à la même question et dire que nous avons un site institutionnel qui est dont nous sommes fiers. Nous tenons régulièrement, j'ai animé des webinaires comme celui-là pour expliquer justement tous nos produits participatifs et rapprocher la finance participative de notre cœur de cible, de nos clients, que ce temps plus les entreprises, mais aussi les particuliers et les professionnels, parce que nous servons aussi ces segments de clientèle-là. Nous avons des capsules, des minutes d'experts où nous donnons la parole à des experts ou un expert chariatique, un expert de assurance pour le Tsakafoul, quand on a voulu lancer le Tsakafoul, quand nous avons signé la convention avec la CCG, nous avons énormément de capsules, justement les capsules, ça s'appelle la Minute Expert. Nous avons des newsletters que nous lançons régulièrement. Nous en sommes à la 4e édition et que nous venons de lancer, qui est extrêmement intéressante et extrêmement bien faite. J'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller consulter. Et qui parle de l'investissement dans le respect des objectifs de développement durable.
Voilà, ça nous, en tout cas, voilà, ça c'est notre visibilité, bien sûr, quand nous sommes pédagogique en plus. un contenu pédagogique, mais il y a aussi du transactionnel, des simulations, il y a énormément, il y a des liens qui amènent, qui peuvent permettre aux personnes de démarrer et d'effectuer leur ouverture de compte à distance. Il y a des liens pour aller les mettre en contact avec les experts ou les chargés de clientèle. Nous avons des liens qui permettent tout ça. En tout cas, nous faisons tout pour nous rapprocher de cette clientèle parce que nous avons fait le choix à Banque Ilios de ne pas avoir un très large réseau, en tout cas pas du tout à l'image de celui de notre groupe, mais nous sommes présents dans les plus grandes villes, mais nous avons des agences vitrines et des agences qui sont de véritables centres d'expertise où nous avons des personnes qui savent parler aux entrepreneurs et qui traitent l'entreprise dans chacune de nos agences. À Casablanca, où tout se passe pour l'entreprise, nous en sommes déjà à la sixième agence et nous comptons en ouvrir une septième. Et là, nos agences ne sont pas des agences de transactions, c'est des agences où vous avez du conseil, où vous êtes accompagné. C'est de véritables conseillers que vous avez en agence. Donc, je vous remercie infiniment. Je Il y rappelle avait que une question, vous avez posé la question. La visibilité sur les produits. Alors, justement, Banque Al Maghrib nous accompagne en ce moment et nous avons par groupe de banques, nous traitons chacun d'un contrat en étant accompagné par Banque Al Maghrib pour les choses. Nous avons déjà deux contrats qui ont été approuvés par Banque Al Maghrib et qui les a soumis au Conseil supérieur des ulama. Ça concerne les instruments de trade et ça concerne la musharaka dégressive dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons la Murabaha Service qui a été proposée par un autre groupe de banques qui est aussi en cours de validation par le CSO d'autres, je pense, il y a d'autres banques aussi qui travaillent sur d'autres, mais en tout cas, le processus est certes long, mais, mais il est en marche et il y a une conscience aujourd'hui. La banque participative ou la finance participative, c'est quelque chose d'irréversible au Maroc. Elle a été, beaucoup n'y croyaient pas. Aujourd'hui, beaucoup y croient. Et il y a vraiment un potentiel énorme. Ça ne va pas bousculer le paysage financier. Ça ne va pas prendre la place des banques conventionnelles, mais ça va prendre une part. Nous sommes une niche et il y a vraiment de la place pour cette niche-là et il y a du potentiel. Tout le monde a droit d'accéder au financement Exact. et chacun pourra trouver de Exactement. C'est quand même dans les pays développés. Au Royaume-Uni, il y a la finance islamique et il y a la finance conventionnelle. Et les deux, Exactement. il n'y a aucun problème. Je vous remercie infiniment pour tous ces éclairages et je rappelle avant de recéder la parole que la plupart des liens vers les portails que vous avez évoqués vont être mis en descriptif parce que le webinaire va être mis sur la chaîne YouTube de la Fondation Création d'entreprise, qui, je rappelle, est affiliée à la Banque Centrale Populaire. Donc, ne vous inquiétez pas, ne prenez pas de notes, tout sera mis en ligne. Voilà, donc je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel webinaire ou un nouveau podcast de la Fondation Création d'entreprise. Merci beaucoup.